Ok, bonjour et merci de prendre 5 minutes de votre temps pour essayer de commenter ce petit point du cours, comment l'histoire de la vie permet-elle de raconter l'histoire de la Terre. Donc, dans un tout premier temps, on va s'intéresser brièvement à le cycle éternel. Alors ça, c'est assez relatif. Prenons par exemple typiquement du Triceratops. Lui, le cycle éternel, il y a 65 millions d'années, il s'est royalement terminé. On parle du Triceratops des dinosaures, mais ce n'est pas les seules victimes du drame, parce que globalement, il y a 65 millions d'années, sont aussi éteints tous les reptiles volants, qu'on appelle typiquement les ptérosaures, et tous les reptiles marins qui dominaient les mers à cette époque-là. Donc pour eux, il y a 65 millions d'années, game over, l'histoire de la vie s'est terminée. Alors pourquoi une telle crise et une telle décimation du vivant il y a 65 millions d'années? Il y a trois effets majeurs qui sont retenus et conservés dans nos archives géologiques. Le premier, c'est un changement climatique. Globalement, les périodes crétacées, c'est un climat 100% chaud. Le climat commence à se refroidir et les dinosaures ne sont pas les organismes les plus adaptés au froid. Dans un deuxième temps, il y a un volcanisme intensif. Alors, quand on parle d'un volcanisme intensif, c'est pas une petite éruption style le piton de la fournaise, c'est pendant plusieurs centaines de milliers d'années un volcanisme hyper important qui pollue l'atmosphère par les cendres qui sont émises et couvre une énorme surface de magma. La petite carte qui vous est mise ici en bas à droite de l'écran illustre la superficie recouverte par le volcanisme de l'époque de la fin du Crétacé. Et dernier point, au cas où il y aurait eu quelques survivants, des organismes qui auraient survécu au massacre, eh ben, une énorme météorite, alors pas un petit caillou, quelque chose de plusieurs kilomètres, s'écrase au large du golfe du Mexique et élimine les derniers dinosaures survivants. Donc, concrètement, on peut penser que nos pauvres petits dinosaures n'ont pas spécialement eu de chance et que c'est assez malheureux ce qui leur arrive. Et, ah non, oui, un people souhaiterait intervenir, nous donner son opinion sur ce phénomène. Oui, apparemment, Scratch est assez peu convaincu du fait que c'est pas de chance que les dinosaures aient disparu. La preuve, assez simplement. Ça, c'était la Terre avant, il y a à peu près 100 millions d'années. On observe des dinosaures carnivores, des dinosaures herbivores, des dinosaures en haut, en bas, à droite, à gauche. Bref, la plupart des autres organismes vivants avaient des rôles mineurs dans l'écosystème. Alors si on regarde la Terre après, à peine, on va dire 55 millions d'années, c'est-à-dire peu de temps après l'explosion des dinosaures, on observe là tout de suite, ah ben oui, l'arrière, arrière, 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 ancêtre de Scratch, mais également l'ancêtre du cheval, et oui, ce petit machin dans l'arbre, c'est notre ancêtre à nous. Donc rapidement après la disparition des dinosaures, les mammifères, les oiseaux, d'autres organismes sont apparus. Comme le montre assez rapidement ce graphique, à 65 millions d'années, tous les dinosaures non aviens, c'est-à-dire sauf les oiseaux, disparaissent, et c'est le règne qui commence des mammifères, oiseaux et des organismes modernes qu'on connaît aujourd'hui. Ça a quoi c'est comme conséquence? La première, c'est l'extinction. Typiquement, les dinosaures disparaissent. Hein, c'est une extinction massive, une crise de la biodiversité, et ça permet un renouvellement des espèces. Typiquement, les dinosaures ne sont plus là, ils laissent la place aux mammifères et aux oiseaux. Et ce renouvellement permet une diversification, c'est-à-dire avant, mammifères et oiseaux avaient des petits rôles, entre guillemets, donc si les théories changent là-dessus, et ça permet par exemple cet organisme-là, qu'on appelle le Gastornis, de devenir un oiseau qui est un super prédateur. Ça permet à des organismes tels le Wentatherium, que l'on voit là, finalement de prendre la place de grands herbivores, ou alors à cette espèce de chose qu'on appelle le Pachycétus, c'est l'ancêtre de la baleine, de coloniser aussi les mers. Pareil, les oiseaux colonisent assez facilement les airs. Donc, à quoi c'est dû ce phénomène? Normalement, ces papillons vous rappellent quelque chose qu'on a vu en cours, qui est, oui, vous l'avez dit, la sélection naturelle. Donc, la sélection naturelle, comment elle a agi dans ce cas-là? C'est assez simple. Si on prend les dinosaures, vous avez quand même affaire à des organismes énormes, parce qu'à cette époque-là, vu qu'on était dans une phase de gigantisme, le fait d'être énorme était un avantage. Donc, ce problème, c'est quand vous êtes très gros, vous ne nourrissez pas de 4 carottes et d'un bout de deux petites graines, comme le petit mammifère en bas à gauche, ou cet autre dinosaure, qui est le Comphosornis, qui est en fait un oiseau qui a survécu à la crise du Crétacé. Donc, ils avaient un petit appétit, et suite à la catastrophe climatique qu'il y a eu, les organismes qui avaient un plus petit appétit étaient favorisés, car ces gros organismes-là ne trouvaient pas de quoi se nourrir. La sélection naturelle a joué, et les organismes les plus gros ont disparu. Après, ah, oui, il y a déjà eu. Oui, on fait que de parler des dinosaures. Mais il y a quand même pas que qui ont subi une crise de la biodiversité. On signale le Dunkleosteus, on ne va pas trop le vexer. Hein. Oui, donc concrètement, si on observe le taux de disparition des espèces au cours des temps géologiques, il y a quand même 5 crises majeures qui apparaissent, où plus de 30% des espèces disparaissent d'un coup. Il y a la toute petite crise, qui a vu la fin des dinosaures, à 65 millions d'années,
Mais des crises comme la crise Permien-Trias, c'est 250 millions d'années, où 75% des espèces se sont fait la malle, ont complètement été éradiquées de la carte. Et ici, la crise qui a tué Dunkleosteus, on ne va pas le vexer pour pouvoir continuer tranquillement. Donc, on a 5 grandes crises majeures de la biodiversité. Mais ce ne sont pas les seules crises en traitement. Il existe une multitude de crises mineures et on voit qu'à chaque fois sont associées à des séparations de différents âges de la vie sur Terre. Et ça, c'est très important parce que chaque crise raconte une histoire. Soit un changement climatique, soit du volcanisme, soit une météorite, ou parfois, quand c'est une crise majeure, les trois en même temps. Et donc, ces crises de la vie, ces changements du registre fossile, permettent de construire l'échelle des temps géologiques qui, elle, raconte l'histoire de la vie sur Terre, même si elle est calquée sur l'histoire de la vie. Typiquement, la première séparation que l'on connaît, c'est l'apparition de la vie elle-même, il y a 3,8 milliards d'années. S'ensuit l'apparition des organismes complexes. Et ensuite, grâce aux crises majeures, on peut séparer le primaire, le tertiaire, le secondaire, et d'autres étages hyper importants de l'échelle de l'état géologique. Et les crises mineures permettent d'avoir un affinement plus précis et de retracer avec précision tous les changements climatiques, volcaniques et même météoritiques qui ont pu affecter la Terre. Donc concrètement, c'est en suivant les fossiles qu'on est capable de raconter l'histoire de la vie sur Terre. Et c'est en cela que l'étude des fossiles et l'étude de l'histoire de la vie permet de raconter l'histoire de la Terre. Voilà, je vous remercie, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez compris l'essentiel et de toute façon, on aura plein de documents pour essayer de comprendre le reste. Au revoir.